Dans quelques mois se déroule en Côte d'Ivoire la septième élection présidentielle de l'histoire du pays. Le scrutin d'octobre 2025 s'annonce décisif et dans le contexte de confrontation géopolitique au niveau de la sous-région ouest africaine, l'on peut craindre une immixtion d'influences étrangères, dont celle de la Russie qui se fait de plus en plus agressive. Côte d'Ivoire, l'ombre de Moscou dans la présidentielle de 2025. J'ai l'honneur de recevoir pour en parler dans ce numéro de Devoir de vérité deux invités, Alafé Wakili, journaliste et patron du groupe L'Intelligent d'Abidjan, et Michel Betta, directeur général du quotidien Le Bélier. Cher consultant, bonsoir. Bonsoir ou bon Très bien. après-midi par rapport au décalage pour moi. Absolument. Ouais, Voilà, ouais. il faut rappeler que Ouais. vous êtes aux États-Unis depuis l'élection présidentielle que vous avez suivie donc en direct de Washington sur les lieux. Déjà, racontez-nous en quelques secondes quelle a été l'atmosphère, l'ambiance qui a prévalu sur place durant cette période électorale. À la Wakili. Ouais. Une ambiance apaisée, les gens ont voté librement, il n'y a pas eu de violence. Quand je venais, il y avait peut-être des gens hors du pays, hors de l'Amérique qui étaient stressés, angoissés. Il y en a qui me demandaient je venais chercher quoi. Mais finalement, vous voyez que tout s'est bien passé et il y a une alternance qui se fera, la transition se prépare et puis chacun se dit, bon, on attend les élections de mi-terme dans 2 ans ou dans 4 ans pour faire une sorte de match retour. C'est ça la leçon à tirer, c'est la démocratie, quoi. Une élection, c'est pas la guerre. On n'est pas content, mais on accepte sa défaite, on concède et puis la vie continue. Michel Betta, certainement un exemple pour nos pays africains, notamment pour la Côte d'Ivoire, qui dans moins de 12 mois maintenant s'apprête à vivre sa septième élection présidentielle. Oui, un exemple en termes de démocratie, la voix des populations des Américains s'est exprimée. C'est ce qu'on souhaite pour tous les peuples que lorsque ceux-ci partent à des élections, que ce soit le résultat des urnes qui soit effectivement proclamé. Donc, on peut dire, à ce niveau, on peut parler d'exemple, mais au niveau des choix, c'est le choix des Américains, c'est celui-là qui s'est exprimé. Et vraiment, moi, je pense que c'est ce qu'on souhaite qu'il soit fait partout dans le monde en termes de démocratie. Même si je ne suis pas résultat et que je me dis que même si je suis pas satisfait du résultat, satisfait en termes de peut-être que c'était pas mon choix, c'était le choix de l'autre, ben, il faut que tout le monde l'accepte et veuille vraiment voir les voix des populations, les bulletins le bulletin de vote vraiment être s'exprimer réellement et non pas manipuler. Voilà, c'est ça un peu. C'est très bien. Alors, je disais justement que aux États-Unis, on a également parlé d'immixtion étrangère, notamment en raison de la proximité entre Donald Trump, désormais réélu président, et le chef de l'État russe. On parle également de proximité entre le président russe, toujours le Kremlin, et certains hommes politiques ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il est justement important de décrypter en quelques minutes les relents géopolitiques de ceux qui aspirent à gouverner la Côte d'Ivoire en 2025. On a notamment, disons, trois grandes figures qui sortent qui émergent. On a Tidjane Thiam du PDC RDA. On a probablement le président sortant Alassane Ouattara qui n'a pas encore déclaré sa candidature, mais qui pourrait éventuellement être candidat. Rien ne l'en empêche. On a également de l'autre côté, Laurent Gbagbo, le président du PPAC, qui fait partie des prétendants les plus sérieux à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire dans moins de 12 mois maintenant. Alors concrètement, à la Ouattara, je vous redonne la parole tout de suite avant de prendre justement l'avis de votre confrère Michel Pétas sur le sujet. Est-ce que ces différents candidats-là ont des profils qui se rattachent en quelque sorte à certains groupes d'influence étrangers? Bon, non, non. Bon, voyez-vous, en 2010, il y a des gens qui ont été présentés comme des candidats de l'étranger. Bon, pendant la campagne, ça peut se faire, mais comme aussi vous avez vu, Trump a des bons rapports avec Poutine et la Russie.
mais il n'a pas été considéré comme étant un agent étranger ou un candidat de Poutine et de l'étranger qui, lorsqu'il va gagner, va brader le pays et le vendre à la Russie. Bon, on peut certainement avoir des contacts, des relais, des partenariats, mais cela ne signifie pas en Côte d'Ivoire que Alassane Ouattara, Tidiane Thiam ou Laurent Gbagbo va brader le pays. Non. Maintenant, s'il y a des soupçons, s'il y a des accusations, ça devrait rester dans les accusations et non et pas au-delà. Autrement, il faudrait peut-être donner des preuves de collusion de ces candidats, de ces personnalités avec des présences des puissances étrangères au détriment des intérêts et de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas cette impression et je n'ai pas ce sentiment à ce stade des choses. Très bien. Alors, Michel Betta, quand on observe le paysage géopolitique sous-régional, on a l'impression que de plus en plus, les dirigeants de la sous-région, qu'ils soient putschistes ou démocratiquement élus, ont des accointances avec des puissances étrangères. Au niveau de l'AES, il y a de notoriété que les pays, le Burkina Faso, le Niger et le Mali sont gouvernés par des militaires qui sont idéologiquement proches de la Russie. Au niveau du Golfe de Guinée, on a des régimes qui sont plus ou moins proches de l'Occident. Est-ce que parmi les candidats que nous avons, surtout les têtes fortes qu'on vient juste de citer tout à l'heure, en l'occurrence Alassane Ouattara, Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, même si Ouattara, il faut le dire, n'a pas encore déclaré sa candidature, est-ce que parmi ceux-là, vous décelez des accointances éventuelles avec des puissances étrangères? Oui, moi, contrairement à mon co-débatteur, à la fait, moi, je pense que c'est un fait. Les puissances étrangères même s'imposent, elles tentent de s'imposer dans le jeu. On le voit souvent avec la France, on le voit souvent aujourd'hui avec la Russie dans certains pays. Donc, il va de soi que cela sera visible en Côte d'Ivoire et cela va se faire en Côte d'Ivoire. Maintenant, quant à savoir qui va jouer le jeu de l'un ou de l'autre, bon, là, pour l'instant, on sait que Alassane Ouattara, son acquaintance avec la France est connue. Il a toujours fait des causes pour les causes que la France défend, au point que aujourd'hui, vis-à-vis de la Russie, on se retrouve dans le camp de la France, c'est-à-dire qu'on est même taxé de faire la guerre à la Russie plutôt que d'être de ceux qui concilient les positions et d'être à équidistance des querelles entre la Russie et l'Ukraine. Donc, je crois que sur ce plan-là, le président Alassane Ouattara, sa position est tout à fait connue. Maintenant, quant à savoir il peut basculer d'un autre camp, je ne crois pas. Lui, aujourd'hui, il est presque vu, et cela par sa démarche, par ses postures, par sa prise de position, comme celui qui est l'épicentre des intérêts français dans la sous-région et même dans son pays. Donc, je crois que pour cela, je ne me fais pas d'illusions, lui sera toujours de ce côté-là. Maintenant, les autres candidats que sont potentiellement Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, peut-être que eux, si éventuellement ils sont élus, bon, ils seront ceux qui pourront garder un peu cette neutralité dans le jeu géopolitique qui se joue. Parce qu'il ne faudrait pas se leurrer. Moi, je pense qu'il est mieux pour la Côte d'Ivoire et pour tous ceux qui veulent diriger aujourd'hui le monde, notamment en Afrique, de garder son autonomie vis-à-vis des conflits d'intérêts que se livrent les puissances mondiales. Il faut garder son autonomie et avoir une posture qui puisse fédérer toutes les positions et s'allier permettre de multiplier ses partenaires sans se sentir obligé de faire plaisir à un camp au détriment d'un autre. Et ce sera l'avantage pour l'Afrique aujourd'hui. Parce que les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Et quand tu vois un peu nos relations avec la France, nos relations avec la Chine, nos relations avec la Russie doivent être les mêmes, à mon sens.
encourager chacune des grandes puissances à venir s'allier à nous pour nous aider dans notre volonté d'aller plus loin dans le développement, de gagner encore plus je dis, de gagner un peu plus de développement et de bien-être pour nos populations. Et moi, je pense que c'est pourquoi aujourd'hui, il faut vraiment souhaiter que quelqu'un qui puisse garder cette neutralité-là soit à la tête de la Côte d'Ivoire. Très bien. Alafé Ouakili, est-ce que vous me Si percevez? vous permettez, Allez-y. oui, si vous permettez, je voudrais réagir. Voyez-vous, lorsque le président Ouattara, d'ailleurs, je l'ai rappelé tout à l'heure, était candidat, on disait qu'il était le candidat de l'étranger, ou peut-être même le candidat étranger. Il n'était pas encore élu, on disait qu'il était le candidat de l'étranger, pour ne pas dire le candidat étranger. Mais pendant ce temps, Laurent Gbagbo était au pouvoir. Mais dites-moi si le président Laurent Gbagbo a eu une politique hostile à la France. Lorsque Ouattara est élu président, on le présente comme sous-préfet de la France. Mais est-ce que Gbagbo était un Français? En quoi la Côte d'Ivoire était en conflit sous le président Laurent Gbagbo avec la France? En dehors de la crise post-électorale, en dehors du conflit qui a commencé simplement parce que la France a estimé avec la CI, une partie des Ivoiriens, que Laurent Gbagbo n'avait pas gagné. C'est en ce moment-là qu'ils sont devenus anti-français. Donc, il ne faut pas entretenir des théories et dire que le président Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, serait à la solde de la France, comme si le régime précédent était un régime qui était opposé en réalité à la France en dehors des discours bidons et des mobilisations. Un. Et deux, on souhaite, ils pensent qu'aujourd'hui, oui, peut-être il y a eu le conflit passé qui a peut-être radicalisé Gbagbo, qui a fait qu'il est devenu un homme dessus de la France à qui il a tout donné, en donnant des milliards à Chirac à l'époque, ce qu'on sait, en donnant peut-être des marchés à Bolloré, à Bouillatou. Malgré ça, la France l'a lâché. Peut-être aujourd'hui, il est aguerri. Il s'apprête peut-être à mener une politique anti-française ou de neutralité. Oui, ou de neutralité qu'il souhaite. Mais la Côte d'Ivoire aussi a sa posture de neutralité. La Côte d'Ivoire, le premier partenaire économique et commercial de la Côte d'Ivoire, c'est la Chine. Ce n'est même pas la France. Et puis après, il y a d'autres pays. La France fait partie des troisièmes. Elle n'est pas le premier partenaire de la Côte d'Ivoire. Maintenant, M. Thiam et le PDCI, on attend d'eux d'être neutres vis-à-vis de la France. Comme M. Thiam est en train de renoncer à sa nationalité française, peut-être il a terminé, mais il n'a pas encore terminé. Il est français lui-même. Il va être vis-à-vis de cette France-là dont il a encore la nationalité. Il faut pas, moi, je n'ai pas voulu entrer dedans. Et c'est lui qui dit que les puissances étrangères interviennent. Mais quel est le meilleur moyen de soumission qu'un individu peut avoir vis-à-vis d'un pays si ce n'est pas la nationalité de ce pays? On aura l'occasion. Il ne faut pas penser que le problème, c'est seulement... Il ne faut pas penser que le problème, c'est seulement Ouattara. Tout le monde, tous les présidents de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays particulier où Fouet Moyen était dans le gouvernement français, mais en même temps, il a donné l'indépendance à ce pays, il a donné la souveraineté à la Côte d'Ivoire, il a développé la Côte d'Ivoire en essayant de tirer profit des opportunités avec la France, tout en développant un nationalisme économique et politique et en renforçant la souveraineté de notre pays en développant le pays. Il n'a pas été un vassal de la France, même s'il fut un France-africain, s'il fut un ami de la France, il a quand même créé cette fierté, cette nation-là, et il faut le lui reconnaître. On n'est pas obligé d'être dans des conflits, puisque les pays qui ont choisi la voie de la confrontation n'ont vraiment pas grand-chose, ne peuvent pas faire en sorte que la Côte d'Ivoire regrette la voie qu'elle a choisie. Absolument. Justement, je pense qu'il y a un aspect sur lequel il faudrait revenir. On parlait tout à l'heure de montée en puissance de la Russie dans la sous-région, auprès dans certains pays, notamment les pays sahéliens. Et il y a auprès d'un des candidats déclarés donc à la présidentielle, mais qui pour le moment techniquement reste inéligible. Je parle précisément de Laurent Gbagbo, donc candidat du PPACI, un homme, l'un de ses cadres, en la personne de Awadou Melo. Awadou Melo, qui est le représentant Afrique pour les BRICS, donc nommé par le Kremlin. Michel Betta, j'en viens à vous, si vous êtes disponible.
Justement, là-dessus, sur la présence de Awa Dombello auprès de Laurent Gbagbo, est-ce que cela confirme les soupçons de collusion entre le candidat du PPACI et la Russie? D'autant plus que l'on sait très bien qu'au nom d'un prétendu souverainisme, Laurent Gbagbo lui-même adoube les régimes putschistes du Sahel. On le voit également prendre des positions généralement très pro-russes et Awa Dombello à ses côtés qui est promu qui est pratiquement le monsieur Kremlin en Afrique. Est-ce que cela peut confirmer donc les collusions de rapprochement entre le camp Gbagbo et la Russie? Pourquoi pas? Avant le cas du PPACI, et je crois qu'au sein de ce parti-là, il y a plusieurs autres cadres. Il y a des cadres qui sont proches de la France, il y a des cadres qui sont proches des États-Unis, parce qu'il n'a pas encore dévoilé tous ses acquaintances. Mais aujourd'hui, la posture d'Awa Dombello se comprend aisément, et je pense que c'est dans l'intérêt de parti-là de développer ce type de partenariat-là et de relations pour le bien-être de sa gouvernance si éventuellement ils arrivent au pouvoir. Donc pour moi, ça ne dit pas que forcément qu'ils vont se couper des autres, mais ce que je dis et je veux répéter, c'est-à-dire contrairement au président Ouattara, dont la posture française est totalement connue et les prises de position en faveur, contre ceux qui sont ceux qui ne s'entendent pas à la France sont connus. Ce n'est pas le cas des autres. Les autres, même s'ils ont des relations à la France, ils feront de garder leurs relations avec même les ennemis de la France, si je peux l'exprimer ici. C'est de cela qu'il s'agit. Qui est idéologiquement proche de la Russie, comme Laurent Gbagbo, qui soutient les régimes de l'AES, Laurent Gbagbo qui adoube les positions pro-russes. C'est bien connu aussi, hein, Laurent Gbagbo, qui semble être proche de la politique russe en Afrique. La de l'AES, moi, je ne pense pas que ce soit le bon terme. Aujourd'hui, pour ne pas se leurrer, il y a une partie de l'opinion, hein, que ce soit national en Côte d'Ivoire, que ce soit dans la sous-région, qui même s'ils ne cautionnent pas, hein, les coups d'État, admettent quand même que devant l'hégémonie de la France dans la sous-région, il faut que des personnes ils sont d'accord que des personnes s'élèvent pour dire ça suffit un moment, ça suffit. Et l'AES représente un peu ces puissances qui disent à la France, bon, vous n'allez pas continuer de nous dicter vos lois, vous n'allez pas continuer de nous dicter vos valeurs, mais nous aussi, nous pouvons avoir d'autres valeurs et qui peuvent nous aider aussi à avancer sans vous. Et ça, c'est pas vraiment le débat, excusez-moi, c'est pas vraiment le débat, mais de façon concrète, peut-être en une minute, en quoi est-ce que la France impose son diktat, par exemple, au pays de l'AES? Oh, imposer. Quand je dis impose, c'est imposer. Ouais, mais concrètement, comment est-ce que cela se manifeste? Mais au niveau des élections, au niveau des passations des marchés, au niveau de la présence des entreprises et tout cela, on le voit. En fait, moi, je dis, il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas qu'on se voile la face. De façon subtile, ce dictat-là existe. Peut-être, comme Alapé le disait, il dit non, la France n'est pas le premier partenaire de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais en termes de relationnel, contrairement à la Chine, la France a plus de relations avec la Côte d'Ivoire que les autres pays. Les autres pays en termes économiques. Parce qu'il y a de certains même marchés, même chinois, qui s'ils doivent se faire ici, passent forcément par la France. C'est des choses, on le dit, on le sait, c'est connu, mais en fait, non, vous savez, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des non-dits qui se font, hein, sans que vous puissiez avoir des preuves ou bien des choses écrites. Donc, c'est de ça, c'est des choses dont on tient compte dans l'approche analytique. Donc, je pense que c'est pas toujours tout qui se voit à l'œil nu, mais tout se voit dans le relationnel. Donc, c'est pour dire que la France l'a fait pendant longtemps. Aujourd'hui, les populations en sont un peu excédées
et on le voit avec les régimes de l'AES qui aujourd'hui sont adoubés par une partie de la population. C'est vous dire que, quoi qu'on dise, cette présence française est réelle. Et peut-être que les peuples, certains peuples africains, l'homme des moindres, en ont assez, et c'est les réactions qu'on voit avec l'AES et autres. Pour dire que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Tidjane Thiam, contrairement à Ouattara, on peut avoir une marge de manœuvre vis-à-vis de la France que de rester dans le giron français. Et avec après 64 ans, il faut qu'on essaie d'aller aussi avec tous ceux qui peuvent nous aider et non pas rester le pays qui est tout à la France. Voilà. Alors, malheureusement, le temps qui nous était parti est pratiquement à son terme. À la fin, Wakili, en 2 minutes, est-ce que avec Laurent Gbagbo, de retour au pouvoir et la promotion de Awadon Melo auprès du Kremlin, la Côte d'Ivoire serait sur le point de basculer dans le giron russe en quelques minutes? Bon, non, il faut pas nourrir des fantasmes et entretenir des peurs peu fondées. Hein. De toutes les façons, quel est le degré d'influence même d'Awadon Melo auprès de Laurent Gbagbo? Bon, c'est normal qu'il se vende lui aussi, c'est normal qu'il se donne une posture, une statue. Mais quel est son degré, son impact, son influence sur le PPACI auprès de Laurent Gbagbo? Ça, c'est un. Maintenant, de deux, quel est son ancrage réel même à Moscou? Quel est son ancrage réel? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Non, moi, je ne fais pas partie des personnes inquiètes et des alarmistes. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, je veux donner un exemple. J'ai un ami qui était content de la victoire de Donald Trump. Et puis, il dit, ben, j'espère que cette démocratie célébrée, cette démocratie qu'on a vue, va arriver partout en Afrique. Mais en même temps, il dit non, nos pays africains sont fragiles. C'est un soutien AES. Non, nos pays africains sont fragiles. On ne peut pas faire comme les Américains. Donc, c'est à cela que qu'on a eu droit tout à l'heure. On applaudit Trump, on applaudit la démocratie américaine. Mais après, on dit non, comme il y a la France, nous, on peut faire le coup d'État parce qu'il y a la France. Nous, on est AES parce qu'il y a la France, parce qu'il faut faire ceci, parce qu'il faut faire cela. Maintenant, notre neutralité diplomatique, ça ne doit pas être seulement vis-à-vis de la France, ça doit être aussi vis-à-vis de la Russie. Une neutralité, est-ce qu'il y a cette neutralité diplomatique vis-à-vis de la Russie? Voici des gens qui demandent d'être neutres vis-à-vis de la France, mais qui veulent être soumis à la Russie, qui sont soumis à la Chine. Il y a un problème. Et puis, pour terminer, la position de la Côte d'Ivoire, quand on sort de la France, quelle est la position de la Côte d'Ivoire sur des notions, sur des situations comme la crise en Israël? Si on dit qu'on défend la France dans tout, mais sur la crise en Israël, quelle est notre position? Quelle est la position du PDCI de Thiam? Quelle est la position de Gbagbo et du PPACI sur Israël? Quelle est la position de Gbagbo, de Thiam sur Palestine, sur l'Iran, sur le Liban, sur la question de Taïwan, sur le Sahara occidental pour le Maroc? L'Algérie dit non. Mais il n'y a pas que la relation avec la France. Il n'y a pas que la crise en Ukraine. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut se prononcer. Donc, on attend de connaître leur position sur tous ces conflits-là et puis voir en quoi souvent ce sera différent de la position de la France, par exemple. Parce que vous voyez, en Israël, la position que la France a. Mais les pays musulmans seraient peut-être contents de savoir qu'il ne faut pas soutenir bêtement Israël, entre guillemets, comme les Américains le font. Mais on aimerait entendre justement le PDCI, le PPACI et les autres partis pour voir quelle va être leur position par rapport à cette position qui serait celle du président Alassane Ouattara. Et il faut arrêter de tout voir sous le prisme d'être pour ou contre la France parce qu'il n'y a pas que ce type de conflit-là. Il y a beaucoup d'autres enjeux dans le monde et il est important d'arrêter de faire cette fixation sur la France. Très bien, Michel Betta, pour conclure, est-ce que finalement la Côte d'Ivoire ne pourra pas échapper à cette confrontation des blocs? Au nord de nos frontières, il y a une présence avérée de la Russie qui tente d'étendre une sorte de sphère d'influence à partir du Sahel. Tantôt que j'ai suivi un peu un entretien de l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire avec des journalistes et il a dit clairement, peut-être que je ne dirais pas c'est
au micro, hors micro, mais qu'ils ne vont pas jouer les seconds rôles comme ils l'ont toujours fait en laissant la France, hein, je dis la France, contrôler les relations internationales ou bien influencer les relations internationales dans certains pays, notamment de la sous-région et même la Côte d'Ivoire. Donc, la Russie va jouer son rôle, vouloir avoir un partenariat privilégié en termes de relations diplomatiques, relations politiques, relations militaires avec celui qui sera à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais moi, je dis, aujourd'hui, si c'est un président autre que Ouattara qui est là, je pense que ces relations-là pourront se faire dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire entièrement. Parce qu'aujourd'hui, Ouattara, lui, on connaît sa posture, c'est s'aligner sur les positions de la France vis-à-vis de la Russie. Donc, si la Est-ce qu'il Russie devrait doit venir... peut-être cautionner l'agression de la Russie contre l'Ukraine, ou cautionner peut-être les régimes putschistes qui enchaînent les coups d'État dans le Sahel? Je ne sais pas si vous avez les mêmes, je dis, le même narratif, agression. C'est des thèmes, aujourd'hui, quand tu écoutes l'actualité dans d'autres pays, tels que la Russie elle-même, les chaînes russes, les chaînes pro-russes, ce n'est pas le thème qui est utilisé. Donc, ces thèmes-là même, ça vient du narratif des puissances occidentales, notamment la France, agression. Donc, on parlera d'agression de en Israël, on parlait d'agression de qui? Dans les autres conflits, on parlait d'agression de qui? Non, il faut arrêter les thèmes qui donnent l'impression qu'on a déjà choisi son camp. Il faut analyser les choses à froid et prendre une position qui privilégie l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et dans ces genres de conflits, l'intérêt de la Côte d'Ivoire serait la neutralité. La neutralité en ce sens que ces conflits ont des sources lointaines que peut-être même nous n'arrivons pas à contenir, nous n'arrivons pas à maîtriser. Quand vous regardez des milliards qui sont dépensés dans les conflits-là, tu sais que ce monde occidental qui a tout intérêt à voir que l'Ukraine se sépare de la Russie aujourd'hui pour contrôler l'Ukraine, veut avoir un point d'ancrage dans ces zones proches de la Russie.